Durant l'hiver de 1967 à Rosenheim, dans le sud de l'Allemagne, un cabinet d'avocats est l'objet de phénomènes étranges. Tous les appareils se mettent soudainement à mal fonctionner. D'abord, le téléphone. Puis, c'est au tour de l'alimentation électrique. Des meubles très lourds se déplacent tout seuls et un chandelier se met à osciller de plus en plus fort. La presse locale fait écho à cet événement auquel l'ingénieur Paul Brunner et l'avocat Sigmund Adam sont loin d'être préparés. 23 ans plus tard, ils se remémorent ce qu'ils ont vécu. And they fell down. And there were glass splinters everywhere. And once I had a fluorescent light installed, Up there, and it rotated too. Even when it was on the floor, it rotated. it exploded once. Through there. Yes, then do you remember that painting, oil painting? Yes. Yes, she was sitting there making photocopies. I was standing here in the corner, and in front of my very eyes, the picture rotated. Une caméra vidéo qui avait été placée par une équipe de chercheurs a d'ailleurs enregistré ce même événement qui s'est produit plus d'une fois. Des centaines d'appels téléphoniques ont été faits à l'horloge parlante au numéro 0119. La composition se faisait à une vitesse impossible, jusqu'à 9 appels en 2 minutes. Here, for example, you can see a column headed 0119, one after the other 20, 30 times, the whole page. La compagnie de téléphone a remplacé tous les câbles, mais les appels à l'horloge parlante ont continué. Le parapsychologue Hans Bender, aujourd'hui décédé, a mené une enquête. Il a notamment fait appel au département de physique des plasmas de l'Institut Max Planck. Les spécialistes n'ont trouvé aucune cause physique connue. Il ne restait qu'une possibilité, la plus jeune employée du bureau, une adolescente appelée Anne-Marie qui est aujourd'hui mariée. Nous avons constaté rapidement qu'il s'agissait d'un cas de poltergeist associé à Anne-Marie. Lorsque l'adolescente marchait dans le corridor, les lampes commençaient à se balancer. Nous avons observé très minutieusement les oscillations de la lampe. Nous n'avons pas été témoins du début de l'oscillation, mais l'amplitude des oscillations augmentait et il n'y avait personne. Il y avait donc un apport d'énergie. Vous savez, il ne s'est rien produit lorsqu'elle n'était pas présente. C'est un cas très net de poltergeist. J'étais très humiliée et embarrassée par tout cela. Ça m'a bouleversée. Je dois y croire lorsqu'on le décrit de cette manière. Mais je ne voulais pas que cela se produise. C'est vrai. Mais je suppose que je devais en être la cause. Le plus extraordinaire phénomène, selon moi, c'est le téléphone. Je n'avais jamais observé cela dans les autres cas. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce phénomène, c'est qu'Anne-Marie, qui n'avait pas la moindre connaissance du réseau téléphonique, semble avoir agi sur le standard téléphonique de manière à placer inconsciemment ses appels à l'horloge parlante au numéro 0119, et cela pendant des semaines, et parfois jusqu'à 4 ou 5 fois par minute. Elle était peut-être motivée par le désir de rentrer à la maison. Pas du tout. Je suis comme n'importe qui. Pour notre spécialiste, le psychologiste Louis Bélanger, le cas de Rosenheim est très probant. Le cas de Rosenheim est fameusement bien documenté. Il y a près de 70 témoins qui sont allés sur les lieux, dont certains qui étaient très spécialisés. Alors on a une documentation technique impeccable et on exclut toutes les causes normales. Maintenant, on a identifié, en plus, l'agent déclencheur, c'était Anne-Marie. Rien ne se produisait en son absence. On s'est aperçu que certains phénomènes dépassaient aussi la force physique d'Anne-Marie. Et puis, on a constaté que la distance jouait un rôle important entre Anne-Marie et les objets qui étaient déplacés. Plus les objets étaient près d'Anne-Marie, plus ils se déplaçaient, fréquemment et violemment.
Mais ce qui est important, c'est au-delà de ces phénomènes physiques qu'on ne peut de toute façon pas expliquer. Chez Matthew Manning, les premières manifestations de poltergeist semblent s'être produites alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Dans un documentaire tourné il y a une vingtaine d'années, son père relate comment il a fait ce constat. Un matin de février en 1966, je venais de ranger certaines choses, selon mon habitude, quand j'ai aperçu par terre un pichet d'argent renversé sur le côté. Ce pichet était normalement sur une tablette. Je l'ai remis en place et au déjeuner, j'ai demandé aux autres s'ils savaient pourquoi ce pichet était sur le plancher. Mais personne ne le savait et rien n'indiquait que quelqu'un avait pénétré de force dans la maison. Le lendemain, le pichet était encore par terre. Et le troisième jour, le pichet avait encore été déplacé. Et en outre, il y avait une pièce de céramique qui était normalement à l'autre bout de la pièce, qui était maintenant au centre de la table de la salle à manger. Il y avait un gros pot de fleurs devant la place où ma femme a l'habitude de s'asseoir. J'ai alors pensé, de manière instinctive, qu'il devait s'agir d'un poltergeist. Par la suite, les perturbations se sont amplifiées. Mais elles se produisaient toujours entre 7h et 7h20 tous les matins. Des tables, des chaises, des cendriers, des coussins, des éléments décoratifs étaient déplacés et renversés, mais rien n'a jamais été endommagé. Je me souviens de la fois où le lit de ma sœur avait été défait et s'était retrouvé dans la fenêtre, au premier étage. La moitié du lit était à l'extérieur et les draps défaits pendaient dehors. Je me souviens d'une fois où j'étais dans la cuisine avec mon frère cadet et un chariot de service a foncé sur nous très vite, sans faire de bruit. Nous en avons déduit que les roues devaient flotter au-dessus du plancher. Nous avons eu tellement peur que nous nous sommes enfuis en courant. Je ne voyais pas comment mettre rapidement un terme à ces événements. Et je commençais à m'inquiéter de ce que mon fils devrait subir à l'école. Je craignais qu'il ne soit expulsé ou qu'on s'en prenne à lui, qu'on l'accuse d'avoir volé ou que cela compromette un autre garçon de manière tout à fait innocente. J'avais très peur que cela se produise. Curieusement, Matthew Manning a mis un terme à ces manifestations de poltergeist lorsqu'il s'est mis à écrire spontanément de manière dite automatique, d'abord en anglais, puis dans diverses langues qui lui étaient totalement étrangères. Puis, il est passé au dessin automatique. Matthew Manning, c'est vraiment un cas exceptionnel. Je l'appelle un omnipraticien du psy. Il a vécu le poltergeist, l'écriture automatique, la peinture automatique, et puis finalement, il est devenu guérisseur. Pendant son cheminement, il a été amené à se poser des questions, et la plus importante, lorsqu'on fait l'écriture automatique, d'où est-ce que ça vient tout ça?